Pour vous, les Français, votre république, votre système qui est quand même, c'est même surprenant comment vous parlez de la république vue de l'extérieur. Hein? C'est presque, on parlait de l'homme providentiel, c'est le régime providentiel, c'est les lumières après les ténèbres. Euh, mais c'est né dans, je veux dire, dans le sang et la guerre civile. Puis les guerres civiles ont été un moteur Matrice, tu politique, dirais ça? ouais, une Ah, mais matrice c'est vachement politique intéressant ce que tu en dis. France. Tu dis quoi? Tu dis que la France, en fait, la République française, elle a été fondée dans le sang, dans la violence. Elle a été Voilà. fondée dans la violence et donc pour vous, dès qu'il y a des problèmes, écoute, là je fais des grosses généralisations, Mais okay? c'est intéressant, c'est intéressant. Mais j'ai On filtre, c'est l'impression bien. que ben, c'est normal que quand on voit des problèmes dans notre société ou on a l'impression que notre société est dans un cul-de-sac, qu'on ne pourra pas s'en sortir, puis on pense à la refonder, Oui. ben, je vous dirais, je pense que le réflexe français, c'est de dire ben, comment est-ce qu'on a fondé cet ordre politique? Ben, c'est dans la guerre civile. Donc peut-être que c'est ça le déluge qui va nous permettre de repartir à nouveau. Tandis qu'en Amérique, je te dirais que le mythe, quand la société va mal, ce que les gens disent, en ce moment, par exemple, aux États-Unis, c'est que ah, ben, la Californie est en banqueroute, ben, on va déménager au Texas. C'est de changer de territoire, puis de bâtir une société nouvelle. Nous, quand ça va mal, c'est comme on déménage dans... On va on se ailleurs. déplace dans les terres sauvages, puis on bâtit une nouvelle société. Et je pense que c'est simplement euh, l'écho de ce Big Bang-là, l'écho de ce mouvement fondateur qui revient. Puis vu de l'extérieur, on dirait les Français, vous êtes c'est votre réflexe, mais c'est pas, je ne sais pas si c'est le même réflexe en Belgique ou en Allemagne ou ailleurs, non? Non, 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 Christelle, tu voulais justement. réagir. Ben, Bon, vas-y. c'est un très bon argument. Je pense qu'il y a ceci de particulier que la politique en France, en particulier quand il y a des crises ou des difficultés, est marquée beaucoup plus par la confrontation. Et c'est quelque chose que la France partage avec des pays comme l'Italie, par exemple, où il y a beaucoup de confrontations, certaines démocraties à l'est de l'Europe. Tandis que d'autres pays, alors je pense certainement à la Belgique, aux Pays-Bas, à l'Allemagne, à la Scandinavie, la politique est plus marquée par la conciliation que la confrontation. C'est-à-dire qu'on considère bien sûr qu'il y a des points de vue différents, qu'il y a des désaccords sur la façon de mener la politique, mais l'idée, c'est qu'on ne pourra jamais y arriver si on n'essaie pas de trouver un terrain d'entente. Et c'est pour ça que c'est des pays qui fonctionnent avec des coalitions, c'est-à-dire que les gouvernements réunissent plusieurs partis politiques. Et donc, avant que les gouvernements soient installés, ben, ils doivent se mettre d'accord, ils signent un contrat de coalition. Et donc, il y a une forme de conciliation. Même chose pour ce qu'on appelle le conflit social en France. Le concept de concertation sociale qui maintenant existe en France, en fait, il est né dans les démocraties du Nord. C'est-à-dire que les syndicats et les employeurs, quand il y a une situation à régler, ben, se mettent autour de la table, puis débattent, et puis ensuite, alors s'il n'y a pas de solution, on va à la grève, mais d'abord, on essaie de Non, nous, on fait d'abord concilier. grève, on défile d'abord et après on Voilà, peut discuter. exactement, exactement. Donc, je trouve ça assez intéressant, cette imaginaire du conflit et de la guerre qui semble être beaucoup plus euh, proche, à portée de main en France que dans d'autres endroits. Mais quel lien tu fais avec l'histoire on parlait de ces généraux qui ont fait une lettre qui a publié dans un journal de droite, très, très à droite en France, en disant il faut que l'armée intervienne pour établir l'ordre quoi, et la Oui, sécurité. Mais oui. tu as quelle réflexion par Moi, rapport à ça? je trouve ça intéressant parce que, alors, sur le plan Intéressant, inquiétant plutôt, non? oui, voilà. Merci, merci Jean-Luc. J'essayais. Merci. C'est parce qu'il est en Belgique, lui, il regarde ça de Oui, voilà, l'extérieur. c'est ça, exactement, On sort le exactement. Ça va pas me popcorn. toucher. Quoique la Non, dernière non. fois qu'il y a eu une guerre civile en France, ben, la Belgique a goûté aussi. Oui, effectivement, effectivement. Non, non, mais ce que je trouve en tant qu'observateur, en tant que politologue, il faut savoir, alors la situation qui est décrite dans cette lettre, c'est une situation euh, alarmiste de délitement de la société.
il ne faut pas rejeter tout d'un bloc parce que c'est vrai, il y a une fracture au sein de la société française. Euh, il y a des poches de population qui évoluent de façon différente. Le sens de la nation est plus faible maintenant qu'il était par le passé. Et donc, bien sûr, ça peut inquiéter. Et bien sûr, c'est des véritables questions qu'il faut se poser. Et c'est des questions qu'il faut se poser certainement à l'approche d'une année électorale. Cela dit, ce n'est pas une situation qui est unique à la France. Dans beaucoup de démocraties occidentales, on observe la même chose, la polarisation, la fragmentation, la fracture sociale aussi, socio-économique, des sursauts de violence, des guerres idéologiques, voire religieuses. Euh, Ça existe, mais l'analyse n'est pas la même partout. Ce que je constate en France, et alors c'est très étonnant, d'après moi, hein, c'est-à-dire que l'armée a quand même un devoir de réserve, d'après moi, Absolu. et ça me choque en fait qu'il y ait cette sortie dans les médias, et puis cette association entre Valeurs Actuelles, qui est comme d'autres organes de presse, je lis, hein, je ne vais pas les vouer aux gémonies bien sûr, mais ça indique quand même une sorte de mouvement d'opinion au sein de l'armée qui semble se sentir la liberté de s'exprimer, de sortir du devoir de réserve pour véhiculer des opinions dans la société. Moi, je trouve ça assez inquiétant parce qu'il y a un phénomène en sciences politiques qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire, plus on parle d'un désastre, plus on réunit les conditions pour que ce désastre arrive. Et je disais en plaisantant tout à l'heure que ça fait 30 ans qu'on parle de guerre civile en France, de guerre imminente, qui ne s'est jamais produite. Ça ne veut pas dire que ça se produira jamais, mais plus c'est pris au sérieux et annoncé comme tel, plus en fait, on va exacerber les tensions qu'on dénonce en fait, dans la société. Donc, en s'exprimant comme ça, en disant attention, il faut rétablir de l'ordre pour éviter la guerre civile, en fait, on jette de l'huile sur le feu et on augmente les tensions. C'est absolument pas quelque chose de souhaitable. Je pense qu'ils ont fait une erreur de s'exprimer comme ça dans la presse et qu'on devrait trouver un autre moyen de parler d'un véritable problème qui est celui de la fragmentation sociale que de flirter avec des thèses violentes. Voilà. Mais en même temps, de regard externe, encore une fois, je ne suis pas tout à fait au fait du dossier, mais de ce que je comprenais de la lettre, c'était pas simplement de dire l'armée, nous allons intervenir, mais plutôt de dire si ces tendances-là continuent, qui sait où est-ce qu'on va aller, et peut-être que l'armée devra intervenir un jour. Et parce que tu dis vrai, Christelle, que je veux dire, ces fragmentations-là sont visibles un peu partout en Occident. Et, et moi, encore une fois, aussi, d'un regard plus historique, plus à long terme, tu te dis, bon, ben, c'est vrai qu'il y a des grands mouvements démographiques en Occident. On est dans une période exceptionnelle où il n'y a pas eu de conflit entre des grandes puissances depuis 1945, où on est dans une croissance économique relativement constante depuis la fin de la guerre. Puis, même malgré ces circonstances-là, on voit des tensions sociales. Maintenant, de quoi auraient l'air ces tensions sociales pendant un conflit majeur ou avec une décroissance économique ou avec une courbe hyperinflationniste? C'est qu'on a un système qui est... on a décidé d'aller vers le modèle Ferrari, là, dans le sens qu'on a un système économique et politique extrêmement fin, extrêmement raffiné, extrêmement complexe. Mais si les choses se mettent à aller mal, les choses peuvent aller mal rapidement, parce qu'on l'a vu avec la COVID, on est un système. Donc, je veux dire, loin de moi souhaiter l'intervention militaire. Pour moi, ça serait justement, ce serait la preuve qu'on a échoué à prévenir ces tendances-là. Mais c'est quoi la réponse? C'est quoi la réponse pour prévenir cette fragmentation-là? Surtout à une époque où les institutions qui auparavant gardaient une société ensemble, c'est-à-dire soit une foi commune, soit une langue commune, soit
une identité à la nation qui était très forte, ou une genre de foi républicaine ou quelque chose comme ça. Toutes ces hétéronomies transcendantes sont en train de disparaître. Et donc, pour moi, c'est que ce qui tient encore le système, c'est une promesse de prospérité économique commune. C'est-à-dire, on va participer au système parce que le système, finalement, fonctionne mieux si on y collabore tous, puis on va tous y gagner. Mais quand, comme en Amérique du Nord ou aux États-Unis, on voit qu'on parle beaucoup de le désancrage des élites, quand on voit finalement que les gains de productivité rapportent seulement à une partie de la population, alors que la majorité de la population doit subir les conséquences des crises économiques, qu'est-ce qui se passe quand les conditions économiques se détériorent, puis se détériorent rapidement? Dieu sait, mais c'est certainement préoccupant. Oui. Je voudrais juste revenir, pour bien qu'on sache de quoi on parle, libre à nos auditeurs de lire évidemment cette tribune qui est en libre accès sur le net. Mais je pense que c'est très important de rappeler que ce n'est pas non plus l'armée qui fait une promesse d'insurrection ou de coup d'État. On a là des anciens généraux qui du coup sont un peu moins soumis à leur devoir de réserve, là où ils ne sont plus en action, voilà, c'est ça, qui appellent l'État à s'imposer et qui finalement font une sorte d'État, voilà, de délitement de la société et voient comme solution à ça finalement une prise de pouvoir d'un exécutif fort. Un petit peu le cœur de leur tribune, c'est vers la fin de la lettre. Aussi, ceux qui dirigent notre pays doivent impérativement trouver le courage nécessaire à l'éradication de ces dangers. Dangers qui mettaient en termes de antiracisme, islamisation de la société aussi. Donc, le fait que ce soit en des termes assez d'extrême droite, il faut le dire, n'est pas si surprenant parce que ça vient aussi quand même une catégorie une catégorie socio-professionnelle qui est généralement rattachée à la droite, voire l'extrême droite. Mais là, en fait, il y a vraiment un appel à ce que l'État prenne les devants. Pourquoi ? Parce que face à un sentiment de crise tel qu'on en parle régulièrement dans Actu et Morito, on le sait qu'on vit une crise, voire des crises. Leur manière de voir une échappatoire, c'est dans un exécutif fort, un leadership fort. Moi, ça ne me surprend pas trop parce que c'est l'armée. Donc, j'imagine, c'est peut-être des associations d'idées simplistes que je fais, mais j'imagine que ça va dans l'éthos de l'armée, de voir finalement… Comment ? C'est pas complètement vrai. L'armée, depuis des années, elle est beaucoup sur les terrains de développement, elle est sur le terrain des organisations en Afrique pour maintenir la paix avec l'ONU. Donc l'armée a un autre rôle que celui-là. Enfin, je veux dire, c'est un peu schématique. Mais là, il s'agit pas de. Encore une fois, il ne s'agit pas de l'armée, il s'agit d'anciens militaires. Donc on est aussi dans une autre génération. On est aussi dans justement la génération qui regarde vers le passé et qui regarde vers peut-être des lignes politiques qui étaient un petit peu plus claires, peut-être, je ne sais pas moi, une certaine nostalgie d'une politique gaulliste ou ce genre de choses. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'expliquer la manière dont l'armée voit la politique, mais plutôt la manière dont un certain groupe, donc là des anciens généraux, voit la solution d'une sortie de crise. Et je pense que c'est là où c'est important à chacun de se dire quels sont les moyens de sortir de la crise, parce que la crise, on sait qu'elle est là, elle va être mise en mots de façon différente, mais comment est-ce qu'on voit la sortie de crise et comment est-ce que nos différents gouvernements vont l'aborder? Peut-être que pour certains, c'est l'imaginaire de la guerre civile qui revient, mais dans tous les cas, on va devoir chercher des solutions. Et puis, je pense qu'il y a aussi d'autres solutions peut-être un petit peu plus optimistes que la guerre civile, et puis on est en train de les construire. Moi, je me dis, si vous avez une guerre civile, le Québec va être rempli de Français. Il faut que vous régliez vos affaires. Moi, je voulais demander l'hospitalité, comment on appelle ça, le refuge politique en Suisse. Au Canada, il y aura de la place. La France nous fatigue. Vas-y, Christelle. Alors,
ce que les experts en prévention de conflits vous diront, que ce soit à l'échelle familiale ou associative ou nationale, c'est que pour prévenir des conflits, il faut dialoguer, communiquer, il faut bâtir des relations entre différentes parties de la société. Alors, c'est clair, il y a des constats qui sont voilà, sans appel. C'est clair qu'il y a un mouvement de fragmentation. Certains diront de délitement, ce que je trouve assez alarmiste, mais c'est clair qu'il y a un mouvement de fragmentation dans la société. Et il faut trouver un moyen pour éviter la guerre civile, que les gens se parlent, que les gens construisent des relations, des liens, des liens d'affection en fait entre diverses îles de l'archipel français, pour reprendre une image de Jérôme Fourquet. J'ai écrit un chapitre tout sur cette thématique précisément en France, dans un ouvrage sur le populisme récemment. Et une observation que j'ai faite, et ça parlera peut-être aux éditeurs d'Actu et Morito et de Campus Protestant, j'ai observé que si on regarde les communautés chrétiennes, donc les citoyens français de confession chrétienne, protestants, catholiques, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on les retrouve dans à peu près toutes les grandes catégories de cet archipel français. On trouve des chrétiens partout, alors de convictions politiques un petit peu différentes, de niveau d'engagement dans la foi un petit peu différent, mais qui au moins tous se sentent faire partie de la même communauté. J'ose croire que c'est au moins ces personnes-là qui font partie de la communauté chrétienne se sentent investies aussi d'une responsabilité dans la société et d'être des acteurs de réconciliation, de dialogue, de lien social. Je pense qu'on a en fait au sein de la communauté chrétienne toutes sortes d'inspirations pour le faire. On a l'exemple de Jésus, on a ce que la Bible nous enseigne aussi sur l'importance de la réconciliation, cette vision de la réconciliation entre tous les peuples aussi. Je pense qu'il y a au sein de la communauté chrétienne, partout où nous sommes présents, partout où nous sommes engagés, une véritable non seulement capacité, mais aussi responsabilité de s'impliquer dans les déchirures et les tensions que traverse notre société. Prendre la parole, être des acteurs de changement, être des ouvriers et des artisans de paix, ce n'est pas difficile. Chacun peut le faire. Et je pense qu'il y a un véritable potentiel au sein de la communauté chrétienne.